Bonjour tout le monde. Je me présente Steve Trank, je suis coach en transfert entrepreneurial à l'École d'entrepreneurship de Beauce et c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire Expert dans le ring dans lequel nous aurons le privilège d'avoir une experte justement qui va nous parler de 10 choses à savoir au niveau des perspectives d'investisseurs et on dit bien de la part des investisseurs. Donc, quelles sont leurs perspectives, leurs points de vue. Avant de présenter le webinaire comme tel, c'est une formule où 10 questions vont être posées à notre experte et évidemment, on pourra recevoir les questions de vous qui participez au webinaire, donc dans la section Q&A. Donc, au cours du webinaire, justement, n'hésitez pas à déjà déposer vos questions et je vais venir en piger quelques-unes là, dans la dernière partie. Donc, on devrait avoir ensemble jusqu'à midi 55, jusqu'à 13 heures, grosso modo, pour compléter le webinaire. Donc, l'École d'entrepreneurship de Beauce, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ben, notre raison d'être, c'est de nourrir la flamme entrepreneuriale des entrepreneurs qui sont déjà dans les organisations depuis des années, puis des fois, la flamme vacille. Donc, nous, c'est vrai de leur donner un peu d'oxygène avec tout plein de nouvelles informations ou savoirs partagés par nos experts. Mais aussi, en plus de nos grands programmes Élite et Émergence, on a beaucoup de séjours intensifs et je ne voudrais pas passer sous silence le nouveau programme ou les programmes liés au mouvement Propulsion Repreneurship, où on permet aux cédants ainsi qu'aux repreneurs de venir à l'école pour s'inspirer, se former afin d'assurer la prospérité économique du Québec pour les années à venir. Donc, sans plus tarder, je vais prendre quelques instants pour parler du webinaire du jour. Donc, vous voyez déjà à l'écran que Mme Bergeron va être notre interlocutrice experte aujourd'hui. Donc, en partenariat avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, on nomme CDPQ. Il va falloir que je me le mette en bouche. Nous recevons aujourd'hui Sophie Bergeron, directrice principale placement privé Québec à la CDPQ. Avec elle, nous aborderons deux stratégies clés pour soutenir la croissance de votre entreprise, soit l'ouverture de capital à un partenaire financier et la réalisation d'acquisitions stratégiques. Mais avant de recevoir Sophie, ça serait bien de savoir à qui on a affaire. Donc, Sophie est directrice principale placement privé, comme je l'ai nommé, Québec à la CDPQ. Elle est responsable du développement des relations d'affaires et des investissements en équité dans les entreprises québécoises. Elle s'implique activement auprès des chefs de file, une initiative créée par la CDPQ qui vise à propulser la croissance des entreprises à propriété féminine au Québec. Sophie est comptable de profession et détentrice d'un titre d'experte en évaluation d'entreprise et avant de joindre la CDPQ, elle a œuvré comme chef des finances chez Bonlook et comme directrice principale des fusions et acquisitions chez KPMG, où elle a réalisé plus de 100 transactions d'achat et de vente d'entreprises. Donc, Sophie, est-ce que tu te joins à nous? Avec plaisir. Salut, Merci. Sophie. Salut Steve, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de parler avec les entrepreneurs, d'être sur le terrain. Monsieur Dutil, qui est fondateur de l'école et propriétaire d'une des sociétés qu'on a en portefeuille, Canam. Puis Monsieur Dutil est toujours très généreux dans nos initiatives de chef de file, justement. Donc, c'est à mon tour de redonner pour Monsieur Dutil aujourd'hui. Wow, ben merci beaucoup, Sophie, d'être là. Donc, merci aussi de te prêter au jeu, d'être une experte dans le ring. Donc, je veux pas que ça soit un combat, ça va être plutôt une danse dans le ring pour qu'on puisse justement répondre aux questions qui nous ont été posées par nos athlètes, qui en fait, pour ceux qui connaissent pas le jargon, c'est un peu nos étudiants à l'école, en fait, les entrepreneurs qui sont déjà d'expérience et qui veulent aller un peu plus loin. Donc, si tu permets, Sophie, on lancerait déjà avec notre première question. Fait que la question, c'est, ben, CDPQ, en quoi vous aidez les entreprises? Puis toi, à l'intérieur de la CDPQ, quelles sont tes fonctions exactement? Donc, la CDPQ, en tant qu'institution, on est un fonds d'investissement. On gère les fonds de retraite des déposants québécois. On a deux mandats, c'est de générer du rendement pour nos déposants. Donc, comme vous placez vos REER chez nous, on doit générer du rendement pour prévoir votre retraite. Puis, on a aussi un mandat qui est plus social de contribuer au développement économique du Québec. Donc, on est le fonds d'investissement le plus investi localement dans sa communauté au monde, avec 16 du PIB dans le fonds d'investissement de la CDPQ dans l'économie québécoise. On a une équipe qui est spécialisée dans l'économie du Québec, donc Placement Privé Québec, l'équipe dans laquelle moi je suis. On a 500 entreprises en portefeuille
88 milliards d'investis en 2023. Et puis, dans mes fonctions à moi, principalement, c'est de trouver les petites gemmes au Québec, les entreprises qui sont des chefs de file en avant de la parade, d'investir dans ces sociétés-là et de les accompagner dans la croissance par la suite. Ça, c'est le core de notre travail en tant que métier d'investisseur. Puis à côté, on a aussi des initiatives ME. Et donc, comme tu as nommé là, le programme chef de file qu'on a pour les femmes entrepreneurs du Québec ou Repère numérique qui est pour la formation des entrepreneurs pour le virage et la transformation numérique. Donc, on accompagne autant dans le rendement que dans le social avec des formations et de l'accompagnement d'entrepreneuriat. Wow! Puis tu parles de gems, justement, des pépites ou des diamants. On sait qu'il y en a au Québec, puis il faut des fois les dénicher, puis trouver une façon d'exploiter ces filons-là. Si tu me parles un peu plus de toi, Sophie, ton rôle plus précisément, quel est-il? Donc, nous, on est présent évidemment dans tous les événements et les foires commerciales qui existent là, au Québec. On accompagne aussi nos entreprises en portefeuille dans leurs initiatives de développement. Donc, on les accompagne dans les foires commerciales avec eux aussi pour découvrir d'autres entreprises dans lesquelles on pourrait investir. On est aussi sollicité par tous les banquiers ou autres investisseurs d'affaires là, de la communauté qui nous présentent des sociétés, mais on aime surtout les développer par nous-mêmes, donc être sur le terrain comme on fait un petit peu aujourd'hui. Alors, on espère que ça va donner le goût à des sociétés qui sont présentes de venir nous parler, de nous présenter ce qu'ils font. Une fois que les entreprises ont décidé qu'elles voulaient avoir de la Caisse comme partenaire, on va rentrer sur le conseil d'administration, participer activement sur le conseil, mais pas dans la gestion day-to-day de la compagnie. Si on laisse les rênes dans les mains des entrepreneurs, mais ça va être vraiment de les aider à ouvrir des portes, de faire des appels pour eux, de les sortir à l'international. Tu sais, ce qu'on aime dire, c'est exporter le Québec, importer le rendement, fait que les faire briller du mieux qu'on peut. Donc, dans mon quotidien, c'est vraiment ça, c'est de prendre les appels des sociétés en portefeuille que j'ai, puis les aider à rayonner, soit au Québec ou à l'extérieur du Québec avec notre réseau. On a un réseau qui s'appelle CDPQ Mondial, donc dans nos 10 bureaux à l'international, les aider à sortir du Québec puis à grandir. Wow! Donc, de les faire connaître, nos diamants, là, et de les faire Mhm. briller à l'international. Oui. Excellent, Sophie. Est-ce qu'on va à la deuxième question? Donc, quelles sont les sources de financement disponibles et quelles sont les attentes du marché, là, toujours de la perspective des investisseurs? Donc, cette question-là, on l'avait changé un petit peu. Dans le fond, on avait demandé, les gens avaient demandé c'était quoi le rendement attendu de la part d'un investisseur. On trouvait que c'était difficile de répondre à cette question-là précisément parce que ça dépend vraiment, on est où dans la chaîne d'investissement de la compagnie, on est rendu où aussi dans le stade de croissance de la compagnie. Donc, on a des financements bancaires traditionnels comme la plupart des gens sur le webinaire doivent connaître, là, les crédits rotatifs, les marges de crédit, prêts seniors. Ces taux-là sont déterminés par vos banquiers, vous les connaissez. C'est souvent des taux de base plus une prime. C'est souvent en fonction d'un ratio dette-EBITDA, donc dette, bénéfice avant impôt, amortissement, intérêt. Et donc, ces financements-là sont garantis. Donc, les attentes de rendement sur ces outils de financement-là sont beaucoup moins élevées qu'une attente d'un investisseur qui est en équité. Donc, les banques, on va parler 7 à 9. Ensuite, nous, où on peut arriver, qui est peut-être un petit peu moins connu du marché, c'est la dette en quasi-équité, donc la dette subordonnée ou convertible. Ces dettes-là sont en haut de celles de la banque traditionnelle, évidemment, parce qu'on prend un petit peu plus de risques. On a moins de garanties s'il y arrive quelque chose. Puis après, on a les financements en équité traditionnels, donc des prises d'actions ordinaires ou privilégiées. Et puis, quand on est rendu à ce niveau-là, les attentes de rendement sont beaucoup plus élevées. Donc, vous pouvez penser un peu à votre répartition de portefeuille dans vos REER à vous aussi. Vous avez vos rendements sur les obligations plus basses, puis vos rendements sur les actions. Donc, on prend des rendements sur actions quand on est investisseur. Donc, nos attentes de rendement sont beaucoup plus élevées. On partage à 100% le risque avec les actionnaires à ce moment-là. Donc, évidemment, on s'attend à du rendement qui est plus dans les autres 15% en montant. Donc, si vous regardez juste le rapport annuel là,
la CDPQ, notre rendement moyen a été de 14 pour les actions en placement privé Québec. Donc, il faut qu'il y en ait qui aient fait plus, il faut qu'il y en ait qui aient fait moins. Donc, ça dépend vraiment, on est où sur on appelle ça la courbe risque-rendement. Donc, si on perçoit beaucoup de risques ou que l'entreprise est moins mature dans son spectre de croissance, on va vouloir du rendement plus élevé. Si elle est plus mature, plus stable, moins cyclique, on va demander un petit peu moins de rendement, mais il faut toujours s'attendre à ce que ce rendement-là soit partagé équitablement autour de la table. Donc, on est au même titre que vous quand on est actionnaire en équité. On veut faire le même rendement que vous en équité. Donc, si on fait des sous, vous aussi, vous faites des sous. Faut le penser comme ça et non pas comme étant qu'on donne à notre placement privé là, du rendement. Oui, puis je rajouterais peut-être une couche de plus, hein, c'est que l'entrepreneur ou son entreprise fait des sous, vous en faites, mais ultimement, qui en bénéficie? Ben, c'est la population parce que la CDPQ, ben, c'est le Québec. Évidemment. Donc, Évidemment. évidemment, Donc, si la c'est CDPQ gagnant, gagnant, gagnant. c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, je pense que au-delà, c'est un bon point, Steve, là, parce que ça va aller dans la prochaine question là, de comment on se distingue des autres. Mais tu sais, souvent, quand les gens rentrent des placements privés, puis que là, ils regardent le private equity qui rentre, puis ils ont fait 25 de rendement. Mais si on fait 25 de rendement, les actionnaires de la compagnie, eux autres aussi, ont fait 25 de rendement et probablement même plus parce qu'ils sont rentrés avant le fonds d'investissement privé. Donc, si des gens font du rendement, tout le monde autour de la table fait du rendement, ce qui est un petit peu moins vrai avec la dette parce que là, ça, c'est vraiment Mhm. un partage de risques et garanties. Bon. Ben justement, en faisant le lien, on pourrait aller à la prochaine question. Donc, comment la CDPQ se distingue des autres investisseurs? Puis pourquoi c'est intéressant pour les PME québécoises d'avoir recours à vous? Oui, ben nous, dans le fond, on est des investisseurs minoritaires. Donc, c'est une portion qui est intéressante pour les entrepreneurs. On ne prend jamais le contrôle des compagnies, pas en placement privé Québec. Ça peut être vrai pour ce qui est en dehors du Québec. Mais au Québec, l'entrepreneur garde le contrôle. Donc, il a les deux mains sur le volant. Ça demeure sa vision, son rêve. Puis nous, on est là pour le propulser puis lui donner le moyen de ses ambitions. On est là pour long terme. Donc, normalement, un fonds d'investissement privé traditionnel va avoir des retours de capital à faire à je vais les appeler ses actionnaires, là, les partners. Donc, normalement, après 5 à 7 ans dans une compagnie, il va vouloir sortir l'argent qui a été investi pour le retourner à ses bailleurs de fonds. Nous, on peut être là 5 ans, on peut être là 7 ans, on peut être là 14 ans. Il y a des compagnies dans notre portefeuille qu'on est là depuis plus de 2010. Tant que le rêve continue de croître et qu'il y a une belle entente avec la direction, il n'y a pas de raison que nous, on sorte. Donc, ça, c'est un très gros facteur différenciateur de la caisse versus les autres placements privés traditionnels. On est aussi ce qu'on dit evergreen. Il va toujours avoir des gens qui vont prendre leur retraite. Tout le monde va continuer d'aller à la SAC, à la CSST. Puis alors, nous, on va toujours avoir des fonds pour pouvoir réinvestir dans les projets de la compagnie. Donc, on peut renouveler nos engagements. On n'a pas besoin d'aller cogner à nos portes là, de bailleurs de fonds pour savoir si on va être capable de financer un projet d'expansion ou d'acquisition. On sait qu'on a les liquidités pour le faire. Puis, tu sais, on est au Québec, mais on est international. Donc, on a 5000 compagnies en portefeuille dans le monde, dans 70 bureaux, 70 pays, excusez, 10 bureaux. On a des maillages qui sont possibles dans toutes ces entités-là. Toutes nos compagnies sont toujours très ouvertes à écouter ce que les autres compagnies sœurs du portefeuille ont à dire. Donc, c'est vraiment un réseau collectif d'entraide. Ce que j'aime dire, c'est que dans mon ancienne vie, on disait toujours qu'on était partout dans le monde, mais c'est pas toujours les associés qui répondaient partout quand on appelait, là, surtout de Montréal, mais à la caisse, c'est vrai. Si on appelle à Singapour, la personne à Singapour, elle va répondre, puis ça fait partie de ses objectifs de rendement personnel, d'aider les entreprises québécoises. Donc, on a un vrai réseau mondial qu'on peut activer, là, contrairement à d'autres qui vendent un petit peu le rêve, mais qui sont plus difficiles à livrer, mettons. Ah, wow. Merci, Sophie. Avant qu'on aille à la prochaine question, justement, n'hésitez pas, les gens qui participent au webinaire, déjà, vous pouvez commencer à poser des questions. Simplement aller dans le petit bouton Q&A, là. Donc, question and answer. Donc, vous devriez être en mesure d'écrire ça. Puis petit à petit, là, ça va pouvoir alimenter
le funnel de questions pour la suite. Donc, on va aller à la prochaine question. Donc, les secteurs d'activité qui sont privilégiés par la CDPQ, quels sont-ils? Bien, évidemment, tout ce qui est économie durable, on ne sort pas des termes un petit peu galvaudés, là, mais ESG, toutes les compagnies qui ont des projets qui vont contribuer au développement économique, au milieu social où ils sont, c'est des projets qui vont nous intéresser. Donc, comme par exemple Flow, qui a changé de nom maintenant là, à d'énergie, Boralex, Synergex. Ce sont des compagnies qui ont des beaux impacts dans la communauté, qui ont des impacts environnementaux aussi. On aime ça, ce qui est en technologie. Tout ce qui va appuyer le bond technologique, autant pour de la transformation numérique que des entreprises dans le conseil. Donc, on a investi dans une firme qui s'appelle Vouben en intelligence artificielle. Évidemment, c'est à la mode, mais bon, une belle société de Québec qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Mais on est aussi dans des projets d'innovation comme le centre de distribution de Simons qu'on a fait dans les dernières années aussi. Donc, tout ce qui demande là, des gros projets technologiques, c'est des secteurs qui nous intéressent. Euh, on veut faire du rendement, donc évidemment, on cherche des bons fondamentaux, que ce soit des compagnies qui sont des chefs de file dans leur domaine, qui ont des avantages concurrentiels durables, difficiles à copier, des barrières à l'entrée qui sont présentes, qui ont des ambitions de croissance organique ou par acquisition. Puis, avant tout, on investit dans des humains. Les compagnies sont gérées par une équipe de management. On veut que les gens dans lesquels on investit soient collaborateurs, soient ouverts d'esprit, veulent être challengés, qui comprennent la valeur ajoutée qu'on va amener autour de la table. On veut avoir une équipe avec qui on va pouvoir travailler puis amener vraiment l'entreprise à un autre niveau. Ça serait je dirais les fondamentaux, là. Évidemment, ce qui est manufacturier, ce sont des secteurs qu'on connaît bien, qui sont tangibles. C'est les secteurs qu'on privilégie. Je vais me permettre de citer Charles, mon grand patron à la Chambre de commerce. Il a dit les dossiers qu'on aime, c'est quand une entreprise du Québec va acheter une entreprise à l'extérieur. Ce sont des dossiers qu'on met sur notre fast track. Fait que les sociétés qui veulent aller manger ailleurs, là, puis qui ont faim, on aime ça les accompagner. Parfait. Puis effectivement, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu sais, de rayonner ailleurs puis de ramener justement ces sous-là ici pour contribuer à notre essor économique, c'est ça la clé. C'est drôle parce que je vois déjà des questions apparaître, dont une de M. Lheureux que je connais bien. Je pense que peut-être la prochaine question qu'on avait déjà pourrait te répondre, Marc. Mhm. À quel moment pouvons-nous considérer un investissement de la CDPQ? Bon, la première réponse facile, c'est quand vous avez besoin de financement, évidemment. On ne fera pas un chèque pour laisser dormir l'argent dans le compte de banque. Donc, l'objectif, là, c'est d'accompagner de la croissance qui est soit organique ou par acquisition. Nous, on n'a pas de définition classique de PME, ME, GE. C'est plus en fonction du chèque qu'on va faire d'investissement. Comme j'ai dit, là, puis je vois sa question, là, le montant minimum d'investissement. Donc, dans mon équipe, le montant minimum, c'est 5 millions pour un chèque d'investissement minoritaire. Donc, si on fait des mathématiques par à l'envers, si on prend un 25 de détention avec un multiple de BAYA de 8, ben, il faudrait une valeur d'entreprise d'à peu près 48 millions si on fait un BAYA de 6 millions. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffre clé autre qu'il faut que la mathématique financière fonctionne pour un investissement minimum de 5 millions pour une position minoritaire. Après ça, il faut calculer le nombre de dettes qu'on est prêt à mettre dans la compagnie. Nous, on est plus conservateur un petit peu à ce niveau-là. On va rester à un niveau qui est relativement raisonnable. On veut bien dormir la nuit. On ne veut pas que nos entrepreneurs soient stressés de faire leur paiement ou d'être en brèche de leur ratio financier. Donc, on ne va pas mettre trop de dettes là, dans les compagnies, là, comme on entend souvent là, ce qui est à la mode, là, les LBO, là, les leverage buyout, donc plusieurs tours d'EBITDA, puis très peu d'équité. Ce n'est pas notre modèle. On veut que la compagnie soit financée de façon saine. Donc, le chèque minimum, c'est 5 millions.
Après ça, il faut faire les mathématiques selon votre secteur d'activité. Les multiples d'EBITDA vont changer. Sinon, les autres moments auxquels penser à nous, c'est quand vous voulez aller à l'international. Nous, on a 350 acquisitions hors Québec par nos sociétés québécoises dans les 5 dernières années. Donc, on est très bon pour accompagner lorsque vous voulez aller en dehors du Québec. Quand vous voulez faire un plan de relève, là, on peut mettre l'investissement qu'il faut là, pour accompagner la relève. Donc, un exemple de ça, ça serait AMB modulaire qu'on a fait dernièrement. Les 2 jeunes qui ont pris la relève de leurs parents. On est rentré à ce moment-là pour les aider dans le financement puis les accompagner pour la structure. C'est quand vous voulez passer de la ME à la GE, c'est le temps là, de nous appeler. Nous, on va mettre ce qu'il faut autour de la table pour vous permettre de grossir, là. Puis, est-ce que je me trompe? Mais, tu sais, oui, il y a ces règles-là que tu viens de nommer, mais sans doute que quand on commence à avoir cette intuition-là, mais on n'est pas certain, ben, le mieux, c'est tout simplement de vous Prendre le contacter. Puis, téléphone, exact. Tu sais, puis nous, ouais. on aime ça vous connaître tôt. On aime ça vous suivre. On peut vous donner des indications justement de certaines balises de quand vous allez être rendu là, hey, là, on va être rendu au moment de pouvoir considérer un investissement, mais de vous suivre dans l'évolution jusqu'à ce moment-là. On aime vraiment ça, puis on peut aider à atteindre ce stade-là, justement. Tu sais, les entreprises qu'on prend sous nos ailes, dans lesquelles on n'est pas investi, ça nous fait plaisir de les rentrer dans le réseau, puis de faire du maillage avec eux, puis de les amener au stade où on peut faire notre chèque minimum. Donc, faut pas prendre pour acquis, justement, que vous êtes trop petit pour la caisse. C'est souvent une erreur que les gens font. Euh, Hmm. on a plein de façons d'aider. Puis si c'est pas nous, on va pouvoir vous faire bénéficier de notre réseau. On parle à tous les gens d'affaires, évidemment, de la province et hors Québec même. Donc, notre réseau d'investisseurs est énorme. Donc, si c'est pas pour nous, on va vous trouver un partenaire avec qui faire affaire sans problème. Hmm. Merci, Sophie. Donc, on va passer à la prochaine question. Quelle est votre implication une fois que vous avez investi dans les entreprises, puis quelles sont vos attentes en tant qu'investisseur? Ouais. Donc, comme j'ai dit, nous, on est des partenaires minoritaires, donc on ne prend pas le contrôle de la compagnie. Il n'y a pas une personne à CDPQ qui va venir une journée, semaine, faire le rôle de chef des finances pendant une journée de temps à votre place. Donc, le but, c'est de vous donner les moyens de vos ambitions. On va prendre un siège sur le conseil d'administration. On va nommer un expert ensemble qui va apporter une expertise là, qui est nécessaire. Donc, si on pense qu'on a besoin d'aide pour les ventes, bon, on va aller trouver un expert en vente dans le domaine qui va être notre représentant administrateur sur le conseil d'administration. On va aider pour tout ce qui est maillage. Donc, si la compagnie dit, moi, j'aimerais ça faire des affaires avec telle compagnie, avez-vous des contacts? On va faire les introductions nécessaires. On va aider pour les orientations stratégiques, l'excellence opérationnelle. On va faire des plans de création de valeur. Donc, on a une équipe maintenant de partenaires opérationnels qui est composée d'anciens, de grandes firmes très connues, conseils, ou de CEO, anciens CEO, CFO, CEO de compagnies internationales qui vont venir puis qui vont regarder votre business, ils vont donner des idées, ils vont challenger des façons de faire, brainstormer des idées. Fait qu'on peut aider en finance, cybersécurité, la mise en place de votre plan d'usine, la communication, intelligence d'affaires. On peut faire affaire avec notre réseau de CDPQ mondial dont j'ai déjà parlé aussi pour tout ce qui est les affaires gouvernementales. On peut vous aider pour tout ce qui est le M&A. Évidemment, c'est notre, c'est notre expertise. Donc, trouver des cibles d'acquisition, vous aider dans les négociations et les intégrations. Puis, tout ce qui est ESG, on a des experts aussi maintenant à l'interne pour tout ce qui est déterminer les normes sur lesquelles on devrait se comparer, comment s'améliorer, sur quoi travailler, accompagner dans ces chantiers-là. Donc, on n'est pas dans le quotidien, mais on est à un coup de téléphone d'accompagner, puis d'aider, puis de fournir les efforts nécessaires pour l'accompagner. Wow, ça me fait un peu réagir. Souvent, tu sais, les entrepreneurs se disent seuls au sommet, puis là, ils savent pas trop, mais justement, c'est d'avoir un allié comme vous avec le réseau. C'est que là, on n'est plus seul. Là, on a accès à plein de sommets, justement, pour pouvoir se déployer. Oui, Wow. puis tu vois, c'est un bon lien pour ta prochaine question qui est quels sont nos... Ah, non, on en avait une autre.
Nos Ah, attentes, ou c'était avant, à la première? OK. Donc, On avait nos attentes. Quelles sont nos attentes comme ouais, investisseurs? non, elle était dans la même C'est la question. deuxième. Fait que C'était ça. justement, quand tu dis les entrepreneurs se sentent souvent seuls, nous, c'est une de nos attentes, d'avoir de la transparence, de la communication. On est des alliés, on est ensemble autour de la table, on a mis nos billes au même titre que l'entrepreneur. On n'est pas là pour faire des cachettes. S'il y a quelque chose qui va pas bien, on veut le savoir, on veut aider, on veut être là avant que ça soit trop tard, justement. Tu sais, on est Hmm. vraiment des alliés. On va aider avec la gouvernance, on va aider avec des pratiques durables, mais c'est ça nos attentes. La plus grosse attente, c'est la communication, l'ouverture d'esprit. Puis quand il y a des choses qui vont bien ou qui vont moins bien, on veut le savoir le plus vite possible pour avoir le temps de réagir, puis accompagner en conséquence. Hmm. Puis que ce soit avec vous ou n'importe quel investisseur, je pense que cette relation-là, d'honnêteté, des fois de démontrer une certaine vulnérabilité, hey, je le sais plus, ben c'est là qu'on va trouver l'aide et l'appui qu'il faut. Si on garde ça dans notre tête comme entrepreneur, le mur risque d'arriver, puis malheureusement, il va être trop tard. Ça fait que c'est important, C'est la ça. même chose avec les banquiers. Là, on a fait une session de travail dernièrement de formation avec des banquiers sur comment gérer la relation bancaire. Puis les gens souvent attendent trop longtemps. T'sais, le Mhm. banquier est là pour aider, trouver des solutions. Puis si on veut éviter justement d'être au comité des crédits spéciaux, plus vite on parle à notre banquier et à notre investisseur, plus vite on va trouver des solutions puis des façons de s'organiser pour ne pas se ramasser aux comptes spéciaux, justement. Effectivement. OK. Donc là, on peut aller à la prochaine question. Oui. Donc, c'est quoi vos leviers pour améliorer la croissance des entreprises québécoises? Bien évidemment, on a du capital, fait qu'on peut mettre les sous où il faut pour développer des nouveaux marchés, faire des investissements en CAPEX, là, que ce soit humain ou matériel. On a un énorme réseau de contacts, on a de l'expertise, puis on a nos programmes dont j'ai parlé déjà, le chef de file, repères numériques. Donc, les leviers pour améliorer la croissance dépendent vraiment de l'industrie dans laquelle la compagnie va être, là, mais je dirais que du côté de la caisse, en tout cas, on va vraiment focuser puis capitaliser sur notre réseau. Les gens à l'interne connaissent énormément de monde dans tous les secteurs, puis nos partenaires opérationnels maintenant qu'on a aussi. Donc, un coup de fil, puis on est capable de trouver un expert qui va nous donner des pistes. On a des gens de recherche aussi. Donc, tout ce qui est recherche économique ou recherche best practice dans les industries, dans des secteurs en particulier très nichés, on a accès à ces informations-là, à faire des appels avec des experts aussi dans le domaine partout dans le monde. Donc, on a des firmes là, de conseils qu'on peut appeler et qui vont nous donner ce qui est en avant de la parade pour être sûr qu'on reste tout le temps là, les plus avant-gardistes dans nos sociétés dans lesquelles on est investi. Fait que Hmm. les leviers sont différents, là, mais je dirais que ça prend des sous puis ça prend un réseau. Puis il faut la volonté de Puis, la faire après, là. Fait que, ouais. Ben, ça m'amène, puis c'est pas une question prévue, là. Tu peux me dire, ah, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut le savoir. Tu sais, on parle beaucoup de réseau, mais CDPQ, c'est combien de membres dans votre grande équipe, grosso modo? ben, juste ME, on est une vingtaine au OK? Québec. Là, écoute, C'est une bonne question vais, piège. ouais, je vais faire miroir, là. Je vais attendre que ma collègue m'envoie on est combien d'employés, mais c'est quand je dis 10 bureaux dans le monde, on est, bon, elle dit, on est plus de 1500 Wow. employés. Puis, comme je disais, tous les employés ont comme objectif, à cause de nos deux missions, d'aider les entreprises québécoises. Fait que ces 1500 personnes-là sont au travail des entreprises québécoises. Sinon, on a des sociétés qui ont utilisé nos bureaux au Brésil parce qu'ils voulaient rencontrer quelqu'un. Singapour aussi, je l'ai donné comme exemple tantôt. Paris. Donc, on peut les mettre en lien avec la délégation du Québec dans tous les pays où on a des bureaux sans problème. Donc, on on sort notre réseau. Là. Tu sais, je peux donner des exemples là, de nos champions mondiaux dans les top 3 dans leur industrie. Là. Pour nous, c'est ça la définition de champions mondiaux. On a investi dans Hopper, qui est le service de réservation en ligne de billets d'avion. Euh, OK? Savaria, qui est de l'équipement pour personnes handicapées. Canam, de M. Dutil. Demers Ambulance, qui est le plus Mhm. grand fabricant d'ambulances
au Canada et le deuxième, il joue en deuxième et troisième aux États-Unis. WSP, un géant du génie. Donc, c'est à ça qu'on sert, là. Demers Ambulance, on est allé faire des acquisitions aux États-Unis avec eux, ce qui nous a permis de prendre le marché américain. On a fait des acquisitions au Canada pour devenir les plus grands producteurs au Québec. On les aide à sortir à l'étranger, à faciliter les relations gouvernementales pour faire les ambulances dans d'autres pays parce que c'est souvent les gouvernements qui donnent les contrats d'ambulance, de Mhm. fabrication d'ambulance. Donc, on va faciliter ces relations-là à l'étranger aussi. Donc, c'est des façons dont on prend notre réseau. Wow. Je me permets de rebondir. Tu parlais de réseau puis de réactivité. Vous avez été justement une démonstration de ça avec ta collègue qui t'a fourni les infos en temps réel. Ça fait que bravo. On va aller à la prochaine question. Donc, vaut-il mieux opter pour une stratégie d'acquisition d'entreprise ou de croissance organique pour atteindre ses objectifs? Donc, qu'en dis-tu? Ça, il y a pas de bonne réponse. Hmm. Ça dépend vraiment de c'est quoi votre objectif. Est-ce que vous voulez faire de l'intégration verticale, développer des nouveaux marchés, acquérir des nouveaux produits, une nouvelle spécialité, aller à l'international, faire la diversification? Fait qu'il faut toujours revenir à la base de notre planification stratégique. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi, qu'est-ce qu'on accomplirait à faire une acquisition d'entreprise? Quand on fait une acquisition, on est déconcentré du jour, du journalier. Il y a beaucoup de risques à gérer, il y a du financement à monter. Donc, faut être certain que l'acquisition nous permet d'atteindre notre objectif premier. Quand on fait de la croissance organique, c'est souvent plus long, mais c'est moins risqué. On capitalise sur notre savoir-faire, sur nos compétences. On sait ce qu'on sait, plus de contrôle, mais ça peut prendre aussi beaucoup d'investissement en temps et en argent pareil de faire de la croissance organique. Donc, il faut vraiment revenir à c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir, puis c'est quelle voie qui va nous permettre de l'accomplir le plus facilement et le plus rapidement possible en gérant notre risque. Fait que des fois, on dit c'est speed to market, là, excusez, j'ai beaucoup d'anglicisme, mais on sort beaucoup du Québec, donc on se ramasse souvent à parler beaucoup en anglais quand on veut sortir du Québec, mais si on veut aller plus vite, des fois, la façon rapide, c'est justement d'acheter un de nos compétiteurs ou d'acheter une autre entreprise pour aller à l'international. Mais ça vient avec beaucoup de risques. Il faut être prêt à gérer ces risques-là, puis à être capable de dormir la nuit pareil. Excellent. Prochaine question. Donc, que doit considérer un entrepreneur lorsqu'il fait une acquisition? Donc, c'est un peu en lien avec la dernière question. Donc, il faut être prêt à faire la gestion du changement. Il faut être capable de trouver les synergies possibles. Donc, il faut avoir des synergies de revenus. C'est souvent ce que les gens sont très excités de faire. Là, je vais pouvoir vendre mes produits à ses clients. On a des produits complémentaires. Synergie de revenus, c'est ce qui est le plus difficile à accomplir. C'est ce qui est le plus risqué. C'est là où il y a souvent beaucoup de déceptions, on a moins de contrôle. On ne sait pas ce que les clients vont vraiment vouloir acheter. Il faut faire attention à ceux-là, puis c'est plus difficile à financer aussi auprès des banques. On peut avoir des synergies de coûts, ceux-là sont contrôlables, mais ça va souvent venir avec des mises à pied. Il faut être confortable de vouloir faire des mises à pied. Mais sinon, ça peut venir avec juste un meilleur pouvoir d'achat. Donc, par exemple, avec des fournisseurs de matières premières, on a un plus gros bassin d'achat, capable d'avoir plus d'escompte puis d'économies sur volume. Donc, les synergies de coûts peuvent être super intéressantes. Regardez s'il y a une personne clé dans l'organisation, comment on va faire la transition de cette personne-là. Est-ce que elle est prête à être sous un nouveau groupe de direction ou il faut falloir la mettre dans l'actionnariat, les différences de culture organisationnelle, comment on va gérer le transfert des clients puis des employés. Il faut rester super discipliné. Il faut regarder le prix. Il n'y a rien de pire qu'une mauvaise acquisition. Donc, c'est pas parce que c'est un bon prix que c'est une bonne acquisition. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre acquisition? Est-ce qu'elle nous permet de remplir l'objectif qu'on s'est donné dans notre planification stratégique? Donc, on peut être opportuniste puis dire, je vais faire de la croissance organique, il y a une acquisition qui arrive, c'est une belle opportunité, on l'analyse, mais il faut toujours avoir en tête nos critères de où on s'en va,
Puis est-ce que cette acquisition-là va nous permettre d'atteindre notre rêve? Si on dit, je veux avoir 300 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans, est-ce que l'acquisition va nous permettre de le faire? Oui, à quel risque, à quel prix, à quel investissement de temps? Euh, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas se faire accompagner. Hmm. Prenez-vous des experts, des gens qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont enlever de l'émotivité, de la sensibilité. Il y a beaucoup de psychologie dans une transaction, les aspects de négociation. Il ne faut pas oublier de regarder les finances, la technologie, le capital humain, légal, fiscal. On n'est pas des experts dans tout, c'est impossible. Fait qu'il faut prendre les bons experts aux bons endroits qui vont nous accompagner, puis qui vont être capables de répondre à nos questions, puis mitiger nos risques, prendre des assurances sur les représentations et garanties. Donc, parlez à votre réseau, appelez-nous, mais il ne faut vraiment pas oublier c'est quoi notre objectif premier quand on fait notre acquisition. Qu'est-ce que ça va Hmm. nous permettre d'accomplir? Est-ce qu'on a les bonnes personnes à l'interne pour gérer l'intégration? Il n'y a rien de pire qu'une acquisition dont l'intégration n'est pas planifiée. Parce que tout s'écroule après, puis il ne faut pas sous-estimer euh, la culture puis le changement, surtout si on achète une entreprise qui est dans le capital humain. On veut pas, tout ce qu'on veut pas, c'est perdre tous nos cerveaux 3 semaines après l'acquisition parce qu'on n'avait pas bien pensé ou par exemple, les échelles salariales qui sont différentes, les avantages sociaux, une travaille 4 jours semaine, l'autre travaille 5. Il faut penser à ça d'avance puis le planifier quand on fait l'acquisition. Euh, c'est vraiment intéressant parce que des fois, les entrepreneurs, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est des êtres d'émotion, puis ils aiment entreprendre. Ça fait que des fois, ils tombent en amour avec un nouveau projet, puis ils perdent le end goal ou l'objectif. Fait que d'être accompagné, d'être des fois ramené un petit peu, est-ce vraiment la chose la plus importante à faire? Je pense que c'est de sages paroles, là. Merci pour ces conseils-là. Il nous reste une dernière question, mais juste avant, j'aimerais répéter parce qu'on a quelques questions à l'écran. Donc, on arrive à la fin. Ça fait que si Sophie n'a pas répondu à certaines de vos interrogations, n'hésitez pas. C'est encore le temps de les mettre dans le Q&A. Mais là, on va aller dans quelque chose d'un peu plus philosophique, peut-être. C'est quoi la vision euh, du Québec Inc. Pour votre organisation? Ouais. Ben, nous, notre objectif, c'est de bâtir des entreprises qui vont stimuler la performance puis le progrès. Tu sais, j'ai dit, on veut chercher les petites pépites, les leaders dans leur secteur d'activité, puis on veut les faire briller, les faire connaître partout à l'international. Tu sais, c'est pour ça qu'on est dans WSP, qu'on est dans CAE. C'est des gros noms, mais ces compagnies-là ont commencé petites, puis on les a fait grossir. On a fait, par exemple, ben, Demeure Semblance c'est un exemple de ça, Norda Stello, dans laquelle on a investi juste un peu avant Noël, une firme d'ingénierie de Québec qui a fait sa première grosse acquisition à Vancouver. C'est pas à l'international, mais c'est quand même à l'autre bout du pays, qui vient de faire une autre acquisition à Val-d'Or. Le but, là, c'est de faire rayonner nos entrepreneurs. On a des talents au Québec, puis des connaissances dans certains secteurs d'activité qui sont exceptionnels, qui sont reconnus mondialement. Ben, nous, on veut aider ces entrepreneurs-là à prendre toute la place sur le marché. Vous le savez, Charles le répète souvent dans les médias, on a un objectif d'avoir 100 milliards d'investissements au Québec d'ici 2026. Donc, on est activement à la recherche des prochains champions mondiaux. Puis, puis c'est ça, c'est d'avoir plus d'entreprises qui exportent, qu'on fait connaître à l'international, des entreprises plus petites qui deviennent des moyennes, des grandes. On veut qu'il y ait de l'impact pour les entreprises, de l'impact pour le Québec, de l'impact pour l'avenir financier de nos déposants. Puis c'est un peu de garder le cercle vertueux au bénéfice de toute la société. Donc, on n'est pas là pour subventionner parce qu'on doit faire du rendement pour notre déposant, c'est notre premier objectif. Mais on veut le faire en choisissant les bonnes entreprises québécoises puis les amener au prochain niveau. Fait que pour nous, c'est ça le Québécois. C'est d'avoir plein d'entrepreneurs à succès qui rayonnent sur la scène internationale. Puis des entrepreneurs à succès, mais en donnant les chances à tous ceux qui veulent être des entrepreneurs à succès Ouais. aussi. OK. Ouais. Parfait, wow. Donc, si tu veux, Sophie, puis je sais que tu les vois aussi, j'irais peut-être avec la première question qu'on a eue de M. Sicard qui nous parle. Est-ce que vous avez un œil du côté des family office
probablement les entreprises familiales, si je ne veux pas me Ouais. tromper. Puis quel genre d'investissement vous faites dans ces entreprises-là ou comment vous voyez ça, les entreprises familiales? Ouais. Donc, en fait, c'est pas entreprise familiale, là, c'est des entrepreneurs fortunés qui ont créé leur propre fonds d'investissement et qui Ah, redonnent OK. à la société. C'est ça, un family office. Ah, Donc, ben merci, tu m'apprends quelque chose, c'est vraiment génial. ouais. Puis ils demandent, il y en a combien? Puis ça, on n'a pas de réponse. Il y en a un nouveau qui est ouvert, qui a ouvert encore il y a 2 semaines. Donc, OK. il y en a de plus en plus. Euh, Ce qui est super le fun à voir, ça veut dire que les entrepreneurs du Québec veulent redonner aux suivants puis OK. réinvestir dans l'économie québécoise. Évidemment qu'on a toujours un œil sur eux. Nous, on travaille beaucoup en partenariat. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent vendre le contrôle. Je l'ai dit, nous, on est minoritaire. Donc, il faut qu'on se mette en association, en co-investissement, qu'on dit, avec d'autres amis. Donc, on fait affaire avec tout le monde. Euh, Puis, ils font des investissements, ça ressemble un peu à nous, mais là, c'est vraiment large. Il y en a qui vont faire des investissements sur des entreprises dont le BAYA est de 3 à 5 millions, d'autres que ça va être des 10 millions et plus. Pour n'en nommer que quelques-uns, là, on a Sagar, la famille de Power Corp, on a Norea, qui est un fonds de la Banque nationale avec les grandes familles fortunées du Québec. Je vous laisse imaginer lesquelles. On a Héritage 3. Il y en a une panoplie. Elles ont tous des objectifs qui sont différents. Euh, Maverick, par exemple, notre famille de Montréal, eux font de l'investissement qui est plus environnemental, à impact. Donc, chacune a vraiment sa spécificité, les secteurs dans lesquels ils vont vouloir investir. Il y en a qui veulent investir dans la techno, d'autres pas du tout. Donc, c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là, mais on fait affaire avec eux. On leur réfère des opportunités quand ils sont pas pour nous ou qu'on peut pas les faire toutes seules. Ça nous fait plaisir de partager avec ces gens-là. Puis c'est tout le monde pivote c'est toujours les mêmes gens hein, dans les réseaux d'affaires du Mhm. Québec, là. Donc, tout le monde se parle, puis tout le monde est très cordial entre eux, là. Donc, si je comprends bien, puis si éventuellement on recherche des investisseurs, c'est pas nécessairement des gens qu'on trouve en fouillant sur le web, c'est vraiment en ayant un bon réseau puis en Ouais, un ayant bon de bons réseau. contacts. Ouais, Voilà. mais ben, tu sais, je vais faire une passe à CFA Montréal a fait justement une soirée il y a peu de temps, puis ils la font annuellement sur les family office principalement. OK. C'est animé par René Fournier de la famille, du groupe Walter, la famille Summers. Euh, donc, il y a des forums où on peut aller, là, CPA Québec en fait aussi, puis CFA Montréal sont très actifs sur présenter cette offre de service-là. Excellent. Bien, merci, M. Sicard, pour la question. J'espère que ça y répond. On avait une question d'Amadou. Peut-être que je pense que peut-être il vient de l'étranger. Comment investir au Canada en tant qu'entrepreneur? La question est large. En même temps, Sophie, est-ce que tu as une perspective là-dessus ou Moi, j'investis seulement au Québec, entre guillemets. Dans le Mhm. fond, on a une séparation, le placement privé Québec, c'est qu'on investit dans des sociétés québécoises en premier lieu, puis on va les aider à sortir du Québec. Donc, notre investissement est toujours dans une entreprise du Québec. Dès qu'on fait un investissement dans une entreprise qui est à l'extérieur du Québec, ça va dans le placement privé international. C'est des stratégies qui sont différentes. Donc là, si lui parle d'investir en tant qu'individu dans des entreprises hors Québec, il peut aller à Montréal International ou Québec International qui peuvent peut-être le guider. Mhm. S'il veut investir dans des entreprises du Québec, euh, facilement, là, on appelle les bureaux comptables ou le banquier, un banquier d'affaires, puis ils ont les opportunités, là, les départements de finances corporatives ou les départements de banquiers commerciaux savent les opportunités qui sont sur le marché. Sinon, encore une fois, c'est du réseautage, c'est d'aller dans les événements de réseau capital, d'aller à la chambre de commerce, d'aller au forum M&A, puis d'essayer d'obtenir, on appelle ça des teasers. Donc, c'est une page sur une opportunité d'affaires, puis on essaie de voir si les opportunités peuvent nous intéresser. Puis c'est drôle parce que je fais un lien quand même avec la question des family office, c'est que si monsieur souhaite à un moment donné investir et tout ça, ben les gens
au courant des opportunités, puis il faut être sur le terrain, il faut réseauter, il faut voir un peu où est-ce qu'il y aurait des belles opportunités pour lui, sans doute. OK. Il y a énormément de fonds d'investissement au Québec. On a beaucoup de joueurs actifs, des joueurs dynamiques puis qui sont prêts à prendre des investissements. Donc, faut regarder si on va aller direct dans la compagnie ou si on veut passer par un fonds puis être plus diversifié un petit peu. Là, c'est une question qui est un peu trop large. Il faudrait la repréciser, Monsieur Dico. Parfait. Puis c'est encore possible si vous avez d'autres points, mais je sauterai à la question de Isabelle. Donc, faites-vous également de l'investissement, conseil, expertise dans le domaine agroalimentaire? On en fait un peu. On est dans Solio, mais c'est sûr que c'est une industrie qui est très spécifique. Desjardins est très fort là-dedans, évidemment. Euh, mais on est présent, on est dans Saint-Méthode, qui est la boulangerie. Donc là, je ne sais pas, agroalimentaire, s'ils parlent de serre, de production d'aliments ou si on est dans la transformation alimentaire, on est dans Norterra, qui s'appelait Bonduel avant, il y a eu un changement de nom récemment. Donc, on est présent, on a un partenaire opérationnel, Martin, exceptionnel dans le domaine pour aider. Donc, on en fait, ça dépend, vous êtes où dans la chaîne de l'agro. Donc, si éventuellement, que ce soit dans ce domaine-là ou un autre, est-ce qu'en allant voir votre site web et tout ça, il y a des documents qui permettent de comprendre un peu les domaines que vous privilégiez? Oui, bien sur le site de la Caisse, il y a une place où il y a placement privé, puis il y a des exemples de compagnies dans Ah, lesquelles nous sommes. Donc, ça peut donner une idée des secteurs d'activité qui nous intéressent. On est dans tout. Donc, tu sais, je regarde nos portefeuilles. Je vous ai parlé toujours tantôt de Demers Ambulance, qui est un manufacturier d'ambulance. On est dans Levio, qui est dans la transformation numérique. La ZIC-MD, les chirurgies mhm. de l'œil. Novatec, fabricant de portes et fenêtres, Gulf Avenue, Laps maintenant, Cozy, c'est vraiment large. Donc, Puis de toute façon, même si on en faisait l'inventaire, tu sais, c'est pas nécessairement l'industrie, c'est plutôt le potentiel, l'entreprise et exact. les humains qui la constituent, qui sont vos, comment dire, vos domaines d'intérêt peut-être pour prendre Ouais. vos décisions. OK. Mhm. Avant qu'on se quitte là, dans les prochaines minutes, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui touche le reprenariat. Justement, ici au Québec, là, il y a des données qui disent qu'il y aurait 34 000 entreprises dans les 5 prochaines années qui doivent justement être transférées ou qui devraient transiter vers un repreneur. Euh, Est-ce que CDPQ a un rôle à jouer dans tout ça? Ben oui, parce qu'on peut aider dans le financement, justement. Tu sais, ça serait pas une bonne idée dans le reprenariat de tout mettre en dette puis d'être étouffé, puis de ne pas être capable de dormir la nuit. Donc, c'est évidemment des secteurs où on peut rentrer, dérisquer la compagnie un petit peu, accompagner les jeunes dans la réorganisation de la compagnie. Donc, c'est clair que la CDPQ, puis tous les acteurs financiers du Québec doivent jouer un rôle. Il y a des secteurs, évidemment, où c'est plus difficile que d'autres parce que les multiples d'évaluation sont rendus un peu farfelu. Mais je pense que tout le monde a un rôle à jouer, donc que les gens qui prennent leur retraite acceptent de faire un peu de financement à la relève. La caisse ou un autre investisseur rentre pour diversifier un petit peu. Il faut accepter de donner un petit peu de contrôle à quelqu'un d'autre, puis mettre une structure en place de financement avec les banques. Mais c'est clair que de tout mettre ça en dette, ça ferait pas de sens, puis que nous, on peut accompagner pour donner de la flexibilité, puis de la marge de manœuvre aux entrepreneurs. OK. Il y a quelqu'un, puis là, je le vois du coin de l'œil, donc Monsieur ben, Roger dit les multiples sont farfelus, c'est sans doute dans certaines industries, là. Il y a certaines industries où les attentes, il y a, là, on commence à s'en sortir un petit peu, mais c'est sûr que la COVID, on s'en sort pas. Ça a eu des impacts importants sur les compagnies. Des fois, les attentes de valorisation de certains entrepreneurs sont démesurées ou sont pas réalistes en fonction Mhm. de ce qui est à venir. Donc,
est-ce que pendant la COVID, ça a baissé, c'est pas représentatif, puis ça va remonter? On est capable de se conforter avec des choses comme ça. Quand les ventes sont super hautes à cause de la COVID pour un secteur en particulier, puis qu'il n'y a plus de carnet de commandes, on ne peut pas s'attendre à être payé sur le carnet de commandes de la COVID qui ne se répétera pas dans le temps. Mhm. Donc, par défaut, le multiple, si on s'attendait à avoir 5 fois les EBITDA pendant la COVID, puis que cet EBITDA chute de moitié parce qu'il n'y a plus de carnet de commandes, ben là, on vient de doubler le multiple en attente. C'est des choses comme ça, là. Tu sais, des fois, il faut penser à la mathématique financière, puis là, ils demandent où trouver les différents multiples. L'évaluation d'entreprise, là, c'est un art. Puis c'est aussi une game de négociation. Il y a des données qui sont publiques sur des marchés. Nous, on utilise des outils comme Bloomberg ou Capital IQ. Évidemment, on a énormément de données de marché qui ne sont pas nécessairement publiques pour tout le monde, mais on est capable de voir dans des industries ou avec les données publiques là, qui sont dans, si vous êtes dans un secteur en particulier, vous trouvez les compagnies publiques de ce secteur-là, vous regardez dans leur rapport annuel, ils ont acheté d'autres compagnies à combien. On essaye de dériver les informations implicites de multiples de ces façons-là. Les banquiers ont des références aussi. Donc, c'est vraiment encore une fois, c'est le réseau. Savoir comment ça s'est fait pour les autres. Puis ça va nous donner des idées de multiples, mais on peut parler dans le manufacturier, il y en a qui se vendent à 4, 5 fois les l'EBITDA, puis d'autres à 12 parce qu'elles ont un avantage concurrentiel, la propriété intellectuelle exceptionnelle. Fait que c'est vraiment difficile des fois de comparer. Puis, ayant passé par là, à un moment donné, il y a des données, des multiples, là, comme on dit, mais la réalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer un certain prix éventuellement. Si vous avez une tonne d'acheteurs qui se battent, ben, ça se peut que le multiple soit plus élevé. Mais dans d'autres cas, si vous avez juste un acheteur pressenti, ça devient plus difficile de négocier, Exact. là. C'est si vous avez juste un client, c'est sûr que vous valez moins cher que votre concurrent qui en a 10 là. Vous Mhm. êtes à risque. Il y a beaucoup de choses qui vont influencer sur le multiple. La façon bête et méchante là, de le faire, c'est de faire je ne sais pas à quel point les gens sont sophistiqués en finance, là, mais de faire un pur DCF, là, un Discounted Cash Flow Model. Fait que prévoyez, faites vos projections financières, puis quand vous ramenez ça à temps zéro, ça donne quoi comme rendement? Puis le multiple, c'est 1 divisé par le rendement. Puis dites-vous, si moi j'investissais dans cette compagnie-là, je voudrais faire 20% Mhm. de rendement, ben c'est 4 fois le multiple. Tu sais, fait que Ouais. faut le réfléchir de différentes façons, là. Il y a plusieurs façons de calculer une valeur d'entreprise, puis le multiple est une, mais toutes les façons d'évaluer devraient arriver à une braquette de valeur de 20% l'une de l'autre. Puis après ça, c'est comme tu dis, Steve, c'est pouvoir de négociation, puis Mhm. l'avantage perçu de l'acquisition pour l'acheteur. Puis Wow. à quel point il y a les reins solides pour financer cette acquisition-là après. Puis comment il est patient aussi avant d'avoir son retour sur son investissement. OK. Ouais. Parfait. Ben, on arrive à la fin. Une question qui n'est pas une question, mais je voudrais saluer Roch Fortin que je connais bien, qui voulait célébrer le webinaire et vivre le partage. Donc, je reconnais le grand cœur de Roch qui aime ça quand on partage du savoir. Puis je pense que Sophie, t'en as été la démonstration aujourd'hui. Merci. Tu sais, toute ton expertise, ben, tu l'as démontré, mais surtout, tu l'as partagé. C'est ça qui a de la valeur. Puis c'est aussi la mission de la Caisse de dépôt et de placement à Québec. Euh, donc, je ne sais pas si tu aurais un petit mot de la fin avant que je conclue. Y a-t-il quelque chose sur lequel tu voudrais nous laisser? Ben, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens nous voient plus gros qu'on est, ou peut-être, je dirais pas difficile d'approche, là, mais c'est une grosse machine, mais on Mhm. est sur le terrain, on est disponible, on est là pour vous autres. Fait que si vous avez des idées, vous voulez brainstormer, vous avez des doutes, vous voulez avoir des confirmations, rejoignez-nous. On a des équipes à Québec, à Montréal, puis on est prêt à répondre à vos appels. Québec à Montréal, mais en même temps, vous couvrez tout le Québec, Ah ben, on évidemment. couvre tout le Québec, mais je voulais dire, on a des gens Oui. physiquement présents à Québec, à côté du Château Frontenac, puis à Montréal, au centre-ville, mais on est prêt à se déplacer, puis c'est notre plus grand fun, c'est d'aller rencontrer
les entrepreneurs voir les étoiles dans leurs yeux quand ils nous font marcher leurs usines. J'ai tout le temps mes bottes de cap d'acier dans mon coffre d'auto. Fait que on est prêt à venir vous visiter. Ça serait ça mon mot. Parfait. Donc, des gens de terrain, on aime ça comme ça. Donc, merci beaucoup, Sophie. Et moi, je vais conclure le webinaire tout simplement en redisant, ben, je suis Stéphane, coach à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il va y avoir d'autres webinaires dans les prochains mois, prochaines semaines sur différents sujets. N'hésitez pas à partager cette bonne nouvelle-là. Quand il y a des webinaires, ben, regardez, il y a des gens à qui ça a profité aujourd'hui, mais ils sont aussi disponibles en rediffusion. Donc, sur les réseaux sociaux dans les prochains jours ou encore directement sur le site web de l'École d'entrepreneurship de Beauce, vous pourrez retrouver le lien de rediffusion. Et évidemment, dernier mot, ben, c'est qu'on a des programmes à l'école, donc élite, émergence, différents séjours intensifs. On ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs, mais aussi aux gestionnaires, aux cadres, aux gens qui veulent se perfectionner dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est sûr qu'on a quelque chose pour vous aider à aller toujours plus loin. Et merci une dernière fois, Sophie. Merci à tous ceux qui ont participé au webinaire. Un petit salut à ma collègue Audrey qui était en régie, entre guillemets. Donc, merci beaucoup, Audrey. Puis à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Salut.